Bonjour à toutes et tous. Alors, cabinet Visio Retraite, je ne sais pas, peut-être qu'on a déjà eu langue ensemble, peut-être pour certains conseillers ou experts comptables. On est un cabinet spécialisé en droit de la retraite. On est basé à Saint-Étienne, donc une équipe de 16 personnes à vos côtés. Tous, on va dire, des experts en droit de la retraite, sauf un, moi en l'occurrence, puisque moi je m'occupe, Jérôme Boyer, des partenariats, de la mise en place de l'offre de services, etc. Donc voilà, on reviendra d'ailleurs en fin de présentation sur nos prestations qu'on a mis en place avec le CERF France. Alors on travaille, nous, déjà pour rapide historique, on va dire, on travaille déjà avec le CERF France Alliance Centre, le CERF France également Garonne et Tarn, un tout petit peu Saint-Étienne, enfin la Loire, on va dire. Et puis c'est tout pour le moment. Oui. Donc voilà, donc ça nous occupe bien. On a l'habitude de vos clients, de la typologie de clientèle du CERF France, aussi bien agri que artisans, commerçants, etc. Donc ça, on pourra en parler. Et Anthony, Monsieur Henri? Non, Monsieur ah, Chaud, vous pouvez pour juste le truc éteindre du webinaire. hop, éteindre votre micro. Donc, Anthony va essayer de vous faire une présentation qui soit assez concise, qui reprend un petit peu l'essentiel des régimes. Il reviendra en fin de session si vous avez des questions un petit peu plus précises. Donc, voilà un petit peu. Nous, on ne vend pas de produits financiers, hein, on les connaît tous, mais on vend uniquement notre temps et le temps d'accompagnement auprès des clients. Alors, nos clients, c'est un peu tout type de clients, c'est-à-dire c'est aussi bien les artisans, les commerçants, les professionnels libéraux. On a également les chefs d'entreprise, bien évidemment, et puis également des particuliers, des cadres, des expatriés également. Donc, notre particularité, c'est qu'on agit sur toute la France et même à l'étranger, justement, pour les expatriés en visioconférence. Donc, à chaque fois, les rendez-vous, on travaille beaucoup en interprofessionnalité, notamment avec les experts comptables. Et la manière de fonctionner, c'est qu'en fait, vous venez en rendez-vous, alors soit au CERF France, soit directement depuis votre lieu de travail. Et nous, on est en visioconférence, et soit le conseiller CERF France est avec vous, soit on peut également mener les échanges sans conseiller pour autant, quoi. Donc voilà un petit peu. Donc Anthony est un de nos directeurs juridiques. Et donc, va vous présenter cette présentation sur la préparation de votre retraite, également sur la partie rémunération du dirigeant. On en parlera rapidement ensemble. Ouais. Voilà. Je vous Voilà. remercie et puis à tout à l'heure alors. Bon, c'est moi qui prends la main. Et puis l'idée, c'est que si vous avez des questions, il y a un onglet spécifique pour ça. Peut-être que je les reprendrai tout à la fin en bloc, mais n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, hein, bien sûr. Donc, on va surtout parler de retraite. D'abord par l'angle de la législation qui avait changé l'année dernière, donc l'âge légal, le taux plein, etc. On parlera de cumul emploi-retraite, de rachat de trimestre, de retraite progressive. C'est un peu l'idée, c'est de faire un espèce de panorama de ce qui existe, hein, d'accord? Donc, la première chose, quand on parle de retraite avec vos clients, c'est d'abord et surtout de connaître leurs droits pour la retraite obligatoire. Et ce n'est pas forcément le plus simple. Toutes les carrières ne se ressemblent pas. Alors, bien sûr, certains ont passé l'intégralité de leur temps en tant que salariés, parfois même dans la même entreprise, tant mieux pour eux. Mais il y a quand même 42 régimes de retraite en France, ce qui veut dire que dans la majorité des carrières, on en retrouve plusieurs. C'est une spécificité française. Voilà, un salarié n'a pas la même caisse de retraite qu'un fonctionnaire, qui lui-même n'a pas la même caisse de retraite qu'un artisan commerçant, les exploitants agricoles et toutes les professions libérales qui, eux, sont même organisées par profession, allant de l'expert comptable à l'avocat, médecin, etc. Et comme on est rarement médecin ou avocat dès le début de sa carrière, ben, déjà pour ces profils-là, on a souvent un passage salarié, puis un régime libéral ensuite. Donc, on a souvent plusieurs caisses de retraite à mettre en rapport. L'autre particularité du système français, hormis cette espèce de millefeuille de nos caisses, hein, qui tend à se réduire, on essaye de supprimer quelques régimes spéciaux, mais c'est aussi le fait qu'on ait fait une retraite à deux étages, et ça n'existe pas partout, pas de manière obligatoire. Une retraite de base, un régime complémentaire.
Il y a beaucoup de pays qui nous entourent qui misent plutôt sur la capitalisation pour la complémentaire. On pense par exemple à l'Angleterre, mais ça vaut aussi pour la Suisse. Nous, on a fait un régime de base et un régime complémentaire avec des cotisations qui sont fixées pour tous, avec les mêmes règles pour tous, des assiettes qui sont décidées, qu'on peut pas, voilà, on ne peut pas décider de cotiser plus ou cotiser moins. C'est l'Arco-Agirc notamment, c'est l'IRCANTEC quand on travaille dans le public. Mais voilà, on a bien, quand on est salarié du privé par exemple, des cotisations à la CARSAT et des cotisations à l'Arco-Agirc. Et donc, on se retrouve à la fin de la carrière avec plusieurs retraites de base et même plusieurs régimes complémentaires qui ont chacune leurs règles de cotisation. Un artisan commerçant ne cotise pas comme un exploitant, etc. Et à la fin, des règles de calcul totalement différentes, notamment pour les exploitants agricoles, par exemple, qui ont des règles de calcul de leur retraite tout à fait originales. Du coup, quand on travaille avec l'un des clients, par exemple du CERF France, le premier document à obtenir pour essayer de faire un panorama de ses droits à retraite, c'est le relevé individuel de situation. Alors, il y a plusieurs sites sur lesquels vous pouvez le récupérer, mais celui qu'on va préconiser d'utiliser, notamment pour les retraites supplémentaires que je vais aborder après, c'est info-retraite.fr. On peut s'y connecter avec France Connect. Alors, souvent, en plus, les conseillers CERF France peuvent en avoir un, que ce soit la MSA, Pau.gouv, etc. On peut se connecter sans avoir à créer de compte, du coup, grâce à cet accès, quand ça fonctionne, bien sûr. Et là, au lieu d'aller chercher vers chaque caisse un relevé, on est censé avoir tous les droits sur un même document. Après, faut-il qu'il soit correct. La nouveauté, ça a 2 ans maintenant, c'est qu'en plus, vous avez beaucoup de clients qui ont pu cotiser à titre facultatif. On pourrait presque parler de 3e étage de la retraite. Celui que l'on décide de faire, ce sont les PER individuels, c'était avant les Madelins, les PERP, les articles 83. Vous avez peut-être beaucoup de vos clients qui ne savent pas forcément où ils ont cotisé. Alors c'est vrai que quand on cotise pour soi, par exemple un agriculteur qui fait un Madelin, il s'en souvient généralement, c'est rare qu'on l'oublie. Mais la Cour des comptes avait par contre dit que là, il y avait énormément, ça se chiffrait en centaines de millions d'euros, de contrats non réclamés, des contrats entreprises, des contrats article 83. L'idée, c'est d'en perdre le moins possible, et pour ça, ils ont obligé les assureurs à faire remonter sur Info Retraite, en plus des régimes obligatoires, les contrats d'un assuré par rapport à son numéro de sécurité sociale. Donc ça peut aller du père au Madelin, l'article 83. Il n'y a pas les assurances vie, pour info. Il n'y a pas les PEE, notamment, qu'on a dans les entreprises. Par contre, il y a aussi les PERCO que vous avez pu avoir. Et bien sûr, les PER individuels pour les indépendants. Tout ça, c'est censé être listé, voilà, sur inforetraite.fr avec cet onglet-là, à droite, dans le bandeau, qui s'appelle Mon épargne retraite. Les autres onglets sont dédiés à la retraite obligatoire. Celui-là, il est sur le volet retraite facultative et il permet donc d'aller chercher la liste des contrats et notamment parfois même l'encours qu'il y a sur le contrat et un numéro de téléphone ou un email, parce que parfois, si on a oublié des contrats, il a pu aussi changer plusieurs fois d'assureur si l'entreprise a modifié son régime. Oui, j'avais parlé de centaines de millions, j'étais loin de la vérité, c'est 13 milliards d'euros qui étaient menacés par la déshérence. Ça nous permet, à ce stade-là, déjà avec ces 2 documents, de savoir où en est l'assuré, combien il a de trimestres, combien il a de points dans les régimes complémentaires et sur quoi il peut compter pour éventuellement, puisqu'il n'y a rien d'obligatoire, compléter sa retraite via la capitalisation. Ça nous donne déjà un bon panorama. Et à partir de ça, le premier travail en bilan va bien sûr être de déterminer à partir de quelle date il peut partir à la retraite. Ensuite, ce sera sa décision. Et pour ça, on a quand même une législation qui est tout à fait particulière en France. Puisqu'on ramène souvent tout à l'âge légal, il ne faut pas oublier que l'âge légal n'est qu'un âge minimum. En aucun cas, l'âge légal n'est un âge de taux plein. Il y a une deuxième condition pour ça. Alors, on avait un âge légal à 62 ans, qu'on connaissait tous depuis pas mal d'années. Donc, on avait tous le choix, le droit de partir à 62 ans, à taux plein ou à taux minoré, mais en tout cas, on pouvait prendre la retraite à cette date, ce qui était une espèce de souplesse. Souplesse qu'on a perdue dans la dernière réforme. Alors, je mets de côté ceux qui sont nés avant 1968, qui sont dans une espèce de période transitoire, d'accord, où on augmente peu à peu leur âge légal, mais la ligne d'arrivée, c'est à partir des gens nés au 1er janvier 68 et après, 64 ans. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quelque part, on ne peut pas prendre sa retraite à 62 ans. On a perdu cette souplesse-là. Il n'est même pas question de dire oui, mais j'accepterais bien une décote. Non. C'est 64 ans l'âge
minimum. Et s'il y a un petit panneau attention en bas, c'est qu'évidemment, il y a quelques exceptions qui demeurent, mais le cas général, c'est 64 ans minimum. Alors, quelles sont ces exceptions qui vont permettre de partir avant 64 ans à la retraite? On va les revoir juste après, et notamment, on va s'arrêter, forcément, vous vous en doutez, sur la carrière longue. 64 ans n'est qu'un âge minimum. Quel est l'âge du taux plein? 67 ans. Il n'a pas bougé avec la dernière réforme. Mais si je veux le taux plein de ma retraite avant 67 ans, j'ai une possibilité. En fait, entre mes 64 et mes 67 ans, si je veux une retraite avant 67 ans et à taux plein, il me faut les trimestres que vous avez dans le tableau ci-dessous. Et là aussi, on a encore accéléré l'augmentation des annuités requises, hein, puisque c'était déjà prévu par la réforme Touraine, mais on a accéléré le rythme. Dès la génération 65, pour le coup, il faut 172 trimestres, donc 43 ans, quelque part, cotisés. 172 trimestres requis pour le taux plein, et si vous n'avez pas ces 172 trimestres, eh bien c'est 67 ans. 64 ans, 67 ans, mais peut-on partir avant? On l'a dit, il y a quelques cas de départ anticipé, et le plus utilisé, c'est celui-là, c'est la carrière longue. Un départ en retraite sur 5 en France, aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est quand même le cas le plus utilisé, et de loin, notamment dans le public agriculteur, hein, ou artisan commerçant. On est dans des métiers où souvent on a commencé jeune, ce qui peut aider à partir en carrière longue. Pour autant, il y a bien deux conditions. Il arrive que les clients soient déçus parce qu'en effet, ils ont commencé à travailler, disent-ils, à 15 ans. Alors déjà, faut-il être déclaré? Ça n'a pas toujours été le cas, mais même s'ils ont été déclarés, ce n'est que la première des deux conditions. La première condition, et on va faire un petit focus juste après, c'est en effet d'avoir des trimestres jeunes, avant 16 ans, avant 18 ans, avant 20 ans, avant 21 ans. On va voir après que ça dépend de l'âge minimum que l'on vise, mais il faut aussi avoir suffisamment de trimestres cotisés sur la carrière. 172 à partir de la génération 65. Mais ce n'est pas la carrière longue le seul cas de départ anticipé. D'autres existent, mais comme vous le voyez, ils sont tous liés, ils sont moins heureux du coup, à l'état de santé. Le petit nouveau, c'est qu'on a conservé la retraite pour inaptitude au travail à 62 ans. Ça va quand même toucher pas mal de personnes, parce que ça signifie que celui qui a une pension d'invalidité, d'ailleurs peut-être ne la touche-t-il pas, la pension, il est peut-être classé en invalidité, mais il n'a peut-être pas mensuellement ou trimestriellement de virement par la CPM parce qu'il continue de travailler, catégorie 1 par exemple. Tous ceux qui ont une invalidité peuvent partir à 62 ans à la retraite. L'âge légal n'a pas été augmenté pour ce public-là. Vous avez tous ceux qui ont un handicap qui peuvent partir même dès 55 ans, mais malheureusement pour eux, ce ne sont pas des RQTH en fin de carrière, ce sont des handicaps avec lesquels ils ont eu à vivre et à travailler toute leur vie. Et enfin, on a tous ceux qui ont été victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qui ont à ce titre un taux d'incapacité permanente, qui peuvent également espérer partir avant, potentiellement même dès 60 ans, en fonction du taux. Mais voilà, tout ça, ce sont des cas, on va dire, liés à un état de santé. Celui qui est le plus utilisé, c'est bien sûr la carrière longue, et on va voir qu'il n'est pas si évident que ça. Alors là, on prend le cas de quelqu'un qui est né en août 65. Donc déjà en août 65, on sait qu'il lui faut 172 trimestres. C'est comme ça qu'on a augmenté sa durée requise pour le taux plein. Il n'est pas à 64 ans, son âge légal. J'ai dit que c'est à partir de la génération 68. Lui, c'est 63 ans et 3 mois. Mais il aimerait bien partir avant 63 ans et 3 mois. Et il amène son relevé de carrière. Voilà, vous l'avez sous les yeux. Et on voit, première chose, oui, il a un peu travaillé avant 20 ans. Mais pas suffisamment. Il lui fallait 5 trimestres à 20 ans. Donc à la fin de l'année 85, il n'en a que 4. Auparavant, on se serait arrêté là et on aurait dit 4 trimestres et non 5, vous n'êtes pas carrière longue, ça sera donc au minimum l'âge légal. Pour autant, désormais, on a créé une autre, barrière d'âge, c'est-à-dire que s'il a commencé à travailler avant 21 ans, il peut espérer partir un petit peu avant, mais de 3 mois seulement. À terme, ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans pourront partir à 63 ans au lieu de 64. Donc potentiellement, ils gagneront 1 an. Et voilà, tout ça pour dire qu'avant, on se posait la question de savoir est-ce que la personne avait commencé à travailler avant 20 ans. Aujourd'hui, il faut se la poser différemment. Est-ce qu'il a eu 5 trimestres à 16 ans, à 18 ans, à 20 ans ou à 21 ans?
plus il l'a tôt, plus il peut espérer partir tôt, potentiellement dès 60 ans. Plus il l'a tard, plus malheureusement l'anticipation est réduite. Donc là, pour le coup, ce monsieur Martin a, il est vrai, les 5 trimestres, il les a largement, au 31-12-86 et donc à 21 ans. De première déception peut-être pour lui, parce que déjà, il va peut-être pouvoir anticiper, mais seulement de 3 mois, donc on ne va pas gagner grand-chose. Mais en plus, peut-il réellement anticiper? Alors on peut tous être un peu trompés quand on parle de carrière longue par le relevé que l'on tire justement d'Info Retraite. Il commence sur la première page, il y a une espèce de camembert qui nous dit vous avez X trimestres, 150, 170, etc. Là, il arrive avec un camembert quelque part qui est plein, puisqu'il a 173 trimestres à fin 2027. Il en fallait que 172. Une carrière qui paraît complète. Oui, mais pour être carrière longue, il faut faire un espèce de tri entre qu'est-ce qui est seulement validé ou les trimestres qui sont réellement cotisés. Dans le cadre de M. Martin, il a fait l'armée. Bon, il a été malade pendant 6 mois. Et au moment de créer son entreprise, en 2007-2008, il a eu le chômage pendant 2 ans, sans se payer sur cette même entreprise. L'armée, ça compte comme cotisé. Bonne nouvelle pour les hommes, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur dire, non, pourtant ils ne cotisaient pas durant cette période, mais on l'assimile à une période de cotisation. La maladie, on a un joker sur la carrière. On a le droit à 4 trimestres de maladie, donc ça compte également. Pour info, tous les trimestres de maternité pour les femmes comptent. Ils sont tous assimilés à de la cotisation. Par contre, le chômage, et c'est souvent là que le bas blesse, c'est sur le chômage, on a le droit, oui, à un joker, mais seulement 4 trimestres. Là, il en a 8. Alors, ok, M. Martin a 173 trimestres validés à fin 2027, mais en réalité, il n'en a que 169 qui sont cotisés. Il lui en manque donc 3 qu'il va devoir faire entre le 1er janvier 2028 et le 30 septembre 2028. Donc, il ne va pas partir à l'âge légal de 63 ans et 3 mois. Il ne va pas tout à fait pouvoir partir dès les 63 ans, comme l'aurait laissé espérer le fait qu'il ait travaillé avant 21 ans. Il va se situer entre les deux. Alors, on est vraiment dans un cas d'école, à un mois près, mais c'est pour montrer qu'il faut bien analyser tout. Il ne pourrait partir qu'à 63 ans et 1 mois, à taux plein, avec 176 trimestres validés, dont 172 cotisés. Oui, il est carrière longue, mais M. Martin a bien peu gagné. Il a gagné 2 mois. Voilà ce qu'il y a à dire sur les carrières longues. Donc, le plus important, à quel âge j'ai les 5 trimestres de début d'activité, qui sont réduits à 4 pour les exploitants agricoles, et pour ceux qui sont nés dans le dernier trimestre de l'année, donc octobre, novembre, décembre. Et deuxième chose, est-ce que j'ai vraiment cotisé toute ma vie avec les petites tolérances que vous avez à l'écran ici et dont on a parlé pour certaines, donc essentiellement la maladie, le chômage et le service national. Bon, dans le cas de M. Martin, maintenant on a une date. On a une date minimum, 63 ans et 1 mois. On va chiffrer d'autres dates, parce que peut-être qu'il veut finir l'année, finir son bilan, faire 2 ans de plus, le temps de céder, peu importe, mais on va chiffrer plusieurs dates pour voir quelle est la date optimale. Mais comment chiffrer? C'est ça la partie, comment calculer mes droits à la retraite. Et on s'attaque par le cas le plus fréquent, que vous avez tous, je pense ici. Tout le monde a été salarié généralement au moins un temps dans sa vie. Et ce régime général vise d'ailleurs aussi les salariés agricoles et même les artisans commerçants, donc gérants de SARL, ceux qui sont en BIC, BNC et qui ne sont pas profession libérale. Donc c'est un régime, c'est celui qui regroupe le plus d'assurés, de toute façon. 3 notions à avoir. Le salaire annuel moyen brut. C'est cette fameuse moyenne des 25 meilleures années. On prend le brut. Il est quand même plafonné au niveau du plafond de la sécurité sociale. Donc, une année à 100 000 euros, elle ne compte pas 100 000 euros. Elle compterait cette année, par exemple, 47 100 euros, qui est le plafond. On revalorise d'un coefficient d'inflation et on obtient les 25 meilleures années. Là où c'est le traître, c'est que si vous avez fait 10 ans de salariat avant de vous installer comme exploitant agricole, avant de partir à l'étranger, avant d'aller dans un régime de profession libérale, vous n'avez pas 25 ans, vous n'en avez que 10, mais on les prend toutes, du coup. On fait la moyenne des 10 meilleures années, y compris parfois de job d'été, ce qui nuit au calcul de cette moyenne.
On multiplie tout ça par un taux. Alors c'est là qu'on vise le taux plein, justement, avec mes 172 trimestres ou mes 67 ans. Quand le taux est plein, c'est les fameux 50%. Donc on aurait la moitié, en gros, hein, de mon salaire annuel moyen brut. Par contre, s'il n'est pas plein, une décote en France est bien sûr définitive. Elle ne s'annule pas au bout de 2 ou 3 ans de retraite. Et on finit par quelque chose qu'on peut appeler le petit d sur grand D, la durée d'assurance. En gros, si on n'a pas cotisé toute sa vie au régime général, on proratise la retraite. Forcément, si j'ai fait une moitié de carrière de salarié, une moitié de carrière d'exploitant, je ne peux pas avoir la même retraite que celui qui aura fait une moitié de carrière, l'intégralité de carrière en tant que salarié. Donc, le petit d, c'est le nombre de trimestres que vous avez cotisé au régime général sur le grand D, la durée d'assurance requise, donc à partir de 65, 172. C'est là qu'on fait un prorata pour ceux qui ont cotisé dans d'autres régimes. Là, on obtient la retraite brute. Est-ce que c'est tout à fait vrai? Il faut quand même compter sur le fait que derrière, ceux qui ont 3 enfants et plus peuvent avoir plus 10% sur ce résultat. Ceux qui ont travaillé au-delà du taux plein peuvent avoir de la surcote. Ceux qui ont des faibles retraites peuvent bénéficier du minimum contributif. Donc, ce n'est pas non plus toujours aussi simple. Ça, c'est le calcul de base. Et après, ben voilà, on a un mécanisme de minimum qui peut s'appliquer, des surcotes, des majorations. Mais voilà que sinon, comment on calcule une retraite de base. Le régime des professions libérales est plus simple, puisque même, il s'agit d'un régime en points. Chez les libéraux, qu'ils soient architectes, experts comptables, etc., il n'y a pas de notion de 25 meilleures années. Chaque année, cotisé rapporte des trimestres et un nombre de points. Le nombre de points, on en fait la somme. Les trimestres, ils permettent d'arriver au taux. Si le taux est plein, on retient 1. S'il y a une décote, 0, par exemple 95 pour 5% de décote. Et ensuite, on multiplie par la valeur du point qui peut, on va dire, être figée ou être revalorisée moins que l'inflation, mais qui n'est jamais abaissée, en tout cas pour l'instant. Et là, on arrive au plus compliqué, quelque part, nos exploitants agricoles, qui déjà ont une retraite de base, elle-même divisée en deux, puisqu'on additionne une retraite forfaitaire, qui dépend uniquement du nombre d'années cotisées. Donc là, les revenus n'interviennent pas. C'est l'exploitant qui a été le plus longtemps exploitant qui a la plus grosse retraite, même s'il a cotisé un dixième de l'autre. Vous voyez, la retraite forfaitaire est très égalitaire quelque part. Et par contre, on y a ajouté une retraite proportionnelle, qui, elle, pour le coup, dépend quand même, et qui est fonction du revenu cotisé, puisque chaque année, en fonction du revenu, vous validez des points. Alors on nous dit, et ça a été un peu, le logo Cerfran, c'est un peu dessus en bas, mais on nous dit qu'on devrait passer, dès 2026, à un calcul différent, basé sur les 25 meilleures années. Donc en gros, les exploitants agricoles devraient être alignés sur les salariés, par exemple. C'était d'ailleurs dans le projet de loi de sécurité sociale qui a entraîné la censure du précédent gouvernement. Donc c'était censé s'appliquer dès 2026. Va-t-on le reprendre mot pour mot, ce projet? On va voir. En tout cas, même si c'était en 2026, que ça devait commencer à s'appliquer, il y avait une période transitoire, durant laquelle on aurait fait le calcul tel qu'il est aujourd'hui, le calcul basé sur les 25 meilleures années, et on aurait donné à l'assuré le plus favorable. Il y a une problématique technique par rapport à ça, c'est surtout que la MSA dit je n'ai pas 25 années d'historique. Donc, va-t-on. Je crois qu'elle a parlé qu'elle avait depuis 2016 quelque chose de fiable, qui est loin d'être 25 années. Donc, sinon, comment va-t-on reconstituer? Moi, je suis toujours, je vais dire, dubitatif sur l'application de cette réforme, dans quel délai. Et je me dis, si en plus on dit à la MSA, vous pouvez faire les deux calculs et donner le plus favorable, j'ai bien peur qu'il n'en fasse qu'un de calcul dans un premier temps, le temps qu'ils se mettent à jour, et ça peut être très long. Voilà, mais logiquement, ce calcul de la retraite de base des exploitants peut être amené à évoluer dès l'année prochaine. Et je l'ai dit, ensuite, au calcul qu'on a fait de base et dans tous ces régimes-là, on peut avoir des majorations pour enfants, parce que j'en ai eu 3, et je précise bien que j'en ai eu ou élevé 3, dans le cadre notamment de recomposition familiale, c'est un sujet qu'on aborde souvent. Est-ce que j'ai élevé, par exemple, l'enfant de mon concubin, de mon conjoint, etc.
Quand on va au-delà de l'âge légal et du taux plein, on est récompensé par une surcote aussi, qu'il faut quand même ajouter. Deuxième chose. Et enfin, on a des mécanismes de minimum garanti, donc notamment le minimum contributif pour les salariés, la fameuse loi Chassaigne pour les agriculteurs, etc. Je l'ai dit tout à l'heure, et vous voyez, c'est marqué comme chose nouvelle. On avait un âge légal qui a évolué de 2 ans, qui a particulièrement impacté les mères de famille. Souvent, elles avaient le taux plein à 62 ans, mais par contre, elles sont rarement carrière longue. On a 9 carrières longues sur 10 qui sont des hommes. Pourquoi? Elles ont des trimestres pour enfants d'un côté, mais ils ne sont pas cotisés. De l'autre, elles ont souvent eu des petites interruptions de carrière, elles ont moins fait de métier manuel avec de l'apprentissage, etc. Donc, c'est plus rare d'avoir des femmes qui sont carrière longue. Mécaniquement, si elles ne sont pas carrière longue, elles sont plus impactées par le recul de l'âge légal de 2 ans. Alors, pour faire passer la pilule, mais c'est une bien maigre compensation, vous le voyez en bas, si elles arrivent à 64 ans avec 176 trimestres ou plus, soit 4 de plus que ce qui est requis, on leur donne 5% de compensation sur la retraite de base. Allez, 70 euros par mois, hein, maximum. Donc, on n'est pas non plus dans une compensation exceptionnelle par rapport à 2 ans perdus. Mais voilà la raison d'être de cette réforme. Et voilà des sujets sur lesquels peut-être on nous parle beaucoup de la réforme et de son devenir aujourd'hui. Une abrogation, je ne suis pas un très bon parieur, mais je n'y crois pas énormément, mais des ajustements qui viseraient justement les carrières longues, les mères de famille, c'est possible. Tout est ouvert. Les complémentaires, ensuite, on y ajoute. Et les complémentaires, j'ai envie de dire, c'est plus simple, elles sont un peu sur le même modèle que le régime de base des professions libérales, ce sont toutes des régimes en points. Donc toujours, hein, quand on me dit oui, mais il n'y a que les 25 meilleures années qui comptent, c'est vraiment très partiellement vrai. C'est uniquement vrai pour la retraite de base et uniquement pour les salariés. Là, on acquiert des points sur la totalité de la carrière. Si mon taux est plein à la retraite de base, il est censé être plein au régime complémentaire également. Mais en fait, exception, vous avez des régimes complémentaires qui ont décidé de ne pas se lier au trimestre. Ils écartent le nombre de trimestres, ils veulent pas savoir, ça ne les intéresse pas. Ils s'occupent uniquement de l'âge. Les agents généraux d'assurance, les médecins, les experts comptables, ce sont en fait souvent les régimes complémentaires des professions libérales, avec souvent des âges de 65 ans, 67 ans. Donc vous avez beau avoir les trimestres, si vous partez à 64 ans par exemple, il y aura une décote quand même précisément dans ces régimes complémentaires-là. Alors, à ce stade-là, vous voyez, on a une date, forcément, de retraite, des dates en fonction de ce que veut le client. On chiffre sa retraite ou ses retraites plutôt en fonction de ce qu'il a. Et après, on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de, je sais pas, de tirer la retraite plus en avant, de l'augmenter, etc. Et parmi les pistes, celle qu'on développe dans cette petite présentation, donc, c'est le rachat de trimestre. Donc, le rachat de trimestre, très important parce qu'il y a parfois des fausses idées, dans un sens comme dans l'autre. Vous avez des gens qui ne veulent pas en entendre parler alors qu'ils devraient s'arrêter dessus, et d'autres, à l'inverse, qui font des rachats de trimestre alors qu'ils n'en ont pas besoin, en gros, qui ne servent à rien, et ce n'est pas si rare dans leur dossier de retraite. Alors déjà, pour qui doit racheter? Par exemple, avec tous les gens qui écoutent ce webinaire, je ne pense pas que tous aient besoin de racheter. Ça m'étonnerait. Pardon. Déjà, qui ne doit pas racheter? Hop. Les assurés en carrière longue. Alors pourquoi, allez-vous me dire? Tout simplement parce qu'un trimestre racheté n'est pas un trimestre cotisé. Quelqu'un qui serait né en 70, qui a 172 trimestres cotisés à 64 ans, il me dit si j'en rachète 4, je partirai à 63 ans. Non. Non, parce que l'âge légal, c'est 64 ans. Ce n'est pas un rachat qui va permettre d'anticiper la retraite avant l'âge légal. À l'inverse, vous pouvez avoir des gens qui ont trop peu cotisé, au long de leur vie. Ils auront, même à 67 ans, ils n'auront toujours pas les trimestres requis. Eh bien, pareil, il n'y a pas matière à racheter. Ça ne sert à rien. Si vos trimestres, vous les avez à 72 ans, on continue à travailler, vous rachetez 3 ans, vous les avez à 69 ans. Inutile, c'est toujours à 67 ans que vous aurez le taux plein. Donc, ni pour ceux qui sont en carrière longue, ni pour ceux qui n'ont toujours pas les trimestres à 67 ans. Et d'ailleurs, encore faut-il pouvoir racheter
c'est-à-dire que ne peuvent racheter que ceux qui ont soit des années incomplètes, ils ont fait un petit job d'été qui a validé 0 ou un trimestre, ou ils ont fait des années d'études supérieures avec un diplôme au bout. Il faut l'un ou l'autre des motifs pour pouvoir racheter. Et par contre, il y a une vérité que dénonce peut-être même le Conseil d'orientation des retraites depuis 20 ans, c'est que le rachat, c'est essentiellement rentable pour les retraites les plus élevées. Plus la retraite est élevée, plus le rachat a des chances d'être rentable. Une fois qu'on s'est demandé pour qui était le rachat, on peut se demander, mais pourquoi les gens qui, quelque part, parfois, vont jusqu'à, je sais pas, verser 50 000 euros pour leur retraite, pourquoi le font-ils? Déjà, il est vrai pour avancer la date du taux plein, ce qui leur permet de supprimer les décotes. Imaginez un cadre qui a beaucoup de points à coagir, qui aura une belle retraite, mais il l'aurait à taux plein qu'à 66 ans, parce qu'il a fait des études notamment. Il est vrai que ce n'est pas idiot de se poser la question de racheter 2 ans pour partir à 64 ans à taux plein. Sinon, il aura une décote définitive qui visera aussi sa complémentaire. C'est quand même dommage et ça a des chances d'être rapidement rentable. Mais aussi, vous en avez certains qui peuvent vouloir racheter parce que ça augmente leur retraite, mais aussi parce que ça leur permet de continuer leur activité. Ils ont une activité aujourd'hui, ils ont envie d'en continuer une, la même, pas la même, ou la même de manière réduite, peu importe. S'ils veulent être libres dans la poursuite d'une activité, et j'y reviendrai juste après, c'est la deuxième piste, il faut avoir le taux plein. Donc le rachat de trimestre permet aussi d'avoir un cumul emploi-retraite libre et non plafonné dans certaines situations. Enfin, je ne l'ai pas mis en avant en premier, mais vous voyez bien que le rachat a l'effet d'optimiser la fiscalité puisque la somme versée au titre du rachat est déductible fiscalement en intégralité, déductible du revenu imposable. Quand le font-ils? C'est rare de racheter à 25 ans. Hein. Déjà, on sort des études, la retraite paraît loin, ça serait un pari, je pense, risqué. Plutôt à 50 ans, 55 ans. Alors, ça paraît logique, c'est un âge où on commence à avoir plus de visibilité sur la retraite finale. L'erreur aussi à faire, c'est d'aller racheter des choses qui auraient pu être validées gratuitement, et ça, on l'a souvent vu. Donc, d'abord, faire l'audit, être certain que rien n'a été oublié, un job d'été, je ne sais pas, l'armée, très fréquent pour les hommes, une période de chômage, être certain qu'au moins le nombre de trimestres duquel je pars et qui force ma décision de racheter est le bon. Et idéalement, racheter quand la fiscalité est haute. À 50 ans, 55 ans, notamment si les revenus sont bons et qu'en plus les enfants sont partis du foyer fiscal, ça peut être une idée. Le risque, je l'ai dit, c'est de racheter inutilement. Le cas le plus fréquent que j'ai vu, c'est celui de la personne qui aurait son taux plein à 65 ans, un âge légal, disons, à 63 ans, par exemple, il est né en 1964, et il rachète 3 ans. Ah non, on rachète uniquement et strictement les trimestres dont on a besoin pour avoir le taux plein le plus tôt possible. Le plus tôt possible, c'est l'âge légal. Donc, dans le cas de quelqu'un qui a un âge légal à 63 ans et un taux plein initial à 65, il faut bien sûr ne racheter que 2 ans. La troisième année, elle coûtera le même prix que les 2 premières et elle n'apportera plus rien. D'accord? Donc, on ne rachète que ce qui est strictement utile. L'autre chose, c'est que une réforme des retraites peut venir bousculer les plans. Vous avez des gens nés en 68 qui avaient prévu de racheter, qui avaient racheté pour partir à 62 ans, au lieu de 65, par exemple. Aujourd'hui, on leur dit votre âge légal, c'est 64 ans. Oui, c'est un coup dur et il y a un mécanisme de remboursement qui est prévu. Je l'inscris en bas. Par contre, attention, il est prévu, il est limité dans le temps et il va s'arrêter bientôt. Dans 2 mois, c'est terminé. C'était le 15 mars 2025. Donc, il faut que ces gens-là se manifestent assez rapidement auprès de la CARSAT. On sollicite un devis, c'est souvent des démarches qu'on fait pour les clients. Alors, les devis, que ce soit en région parisienne ou en province, on est de l'ordre de 6 mois, ce qui paraît incroyable pour avoir un devis. Ensuite, on a un délai pour réfléchir, d'accord? Et on n'est pas obligé d'accepter le devis. Il faut aussi savoir qu'on peut racheter 12 trimestres maximum. On ne peut pas en racheter 24 ou 30. 12 trimestres maximum, donc l'équivalent de 3 ans. Et on peut en étaler le règlement si besoin. Par contre, ce n'est pas gratuit. Chaque fin d'année, la CNAV revalorise le montant restant dû d'un espèce de coefficient lié à l'inflation aussi. On déduit
fiscalement au fur et à mesure qu'on paye, soit en une fois, soit en étal. On prend un autre Monsieur Martin, c'est son frère, son grand frère. Il est né en décembre 60. Celui-là, au 1er janvier donc 23, c'était son âge légal, puisqu'il est avant la réforme des retraites. Il avait un âge légal de 62 ans, donc né en décembre 60, il a eu son anniversaire en décembre 2022, il peut donc partir en retraite dès le 1er janvier 23. Mais il n'a que 155 trimestres, alors qu'à cette génération, on en demande 167. Il a quand même une carrière très, très correcte, très bonne, et sans le rachat, avec ses 155 trimestres et avec cette décote, du coup, il aurait eu 2604 euros par mois. Se pose la question de racheter en 2022 et on lui dit que s'il rachète, il aura 3056 euros. Alors, on part sur un rachat tout seul et on le paye 52 000 euros. Les 12 trimestres coûtent 52 000 euros. Il génère un supplément de retraite de 450 euros par mois environ, donc de 5 418 euros par an. Même en mettant la fiscalité de côté. Là, je n'ai pas compté de gain fiscal. Sous-entendu, c'est quelqu'un peut-être qui était sur la tranche d'imposition marginale, donc sa tranche la plus haute d'imposition à 30%, on va dire qu'il y sera toujours à la retraite. Donc, il n'y a pas de gain fiscal entre les deux phases. Donc, je mets la fiscalité de côté, et pourtant, même en 9 ans, l'investissement des 52 000 euros est remboursé par la hausse de retraite qu'il aura perçue. À 75 ans, quand il comparera ce qu'il a investi versus ce qu'il a reçu, c'est comme s'il avait placé de l'argent à 7,5% en net. C'est quand même, avouez-le, un rendement assez qui est très bon, mais vous voyez, qui est lié aussi au fait qu'il a une retraite de 2 600 euros de base, et pas de 1 600 euros, s'il serait moindre. Il y a aussi une chose sur laquelle je voulais alerter, notamment, par exemple, quand on est un conseiller auprès de clients. Le rachat, j'ai dit tout à l'heure, on se pose la question quand on commence à penser à la retraite, 50-55 ans. Voici les 2 cas dans le tableau pour lesquels il ne faut pas attendre. Il n'y a aucun intérêt à attendre. Le premier, et ça nous vient de la dernière réforme des retraites, c'est l'apprentissage. Bien faire le point avec tous les clients qui ont fait notamment de l'apprentissage. C'est souvent très valide. Parfois, c'est oublié dans les relevés, déjà l'apprentissage. C'est pas rare du tout. Et de deux, c'est des gens qui parfois ne comprennent pas parce qu'ils ont pas mal travaillé durant cet apprentissage, 42 heures par semaine, très peu de congés, et ils n'ont jamais 4 trimestres. Tout simplement parce qu'ils ne cotisaient pas en fait durant l'apprentissage. Il y avait une exonération de cotisation qui arrangeait bien peut-être tout le monde à l'époque, sauf finalement le jeune qui ne s'en rend pas encore compte. L'État payait des cotisations, mais sur une base très faible, qui dépendait de son âge. Est-ce qu'il était majeur, mineur? Est-ce que c'était son premier, son second, son troisième semestre d'apprentissage? Plus on avançait, plus la cotisation était élevée. Mais en gros, on avait souvent 1 ou 2 trimestres, pas mieux. On peut racheter ces trimestres-là et 2 choses très importantes. 1, le tarif est divisé par 3 quasiment par rapport à un rachat normal. C'est donc un rachat dérogatoire, très peu cher, 1 500 euros environ. Deuxième chose, ça compte pour les carrières longues. Voilà un rachat qui, par exception, compte pour les carrières longues. Donc, c'est très important d'y réfléchir dès maintenant. Le deuxième, il est dédié uniquement aux artisans commerçants, donc ceux qui dépendaient de ce qu'on appelle le RSI avant. Ils peuvent avoir raté certaines années parce que activité en berne et donc peut-être un BNC, je sais pas, déficitaire ou un gérant qui ne se paie pas pendant une année. De ce fait, il ne paie que les cotisations minimales. En fonction de l'année, ça fait 2 ou 3 trimestres, d'accord? Eh bien, il peut racheter le trimestre manquant, sachant que c'est l'entreprise, c'est une cotisation sociale, c'est quelque part un complément de cotisation que verserait, donc c'est à titre professionnel. Et pour le coup, ça coûte très peu cher, parce que ce n'est pas un rachat forfaitaire. Il s'agit juste d'aller verser ce qui manque pour avoir le minimum pour valider 4 trimestres. Là aussi, ça compte comme une période cotisée pour les carrières longues. Mais par contre, c'est à faire dans les 6 ans qui suivent l'accident, on va dire, de carrière. Donc, là, quel que soit l'âge, il faut s'y pencher dessus tout de suite. Donc, les rachats qui sont également déductibles, fiscalement, bien sûr. Souvent, le rachat de trimestre va de pair avec, pas toujours, mais avec un cumul emploi-retraite. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas entendre parler d'une date de retraite ou de rachat de trimestre parce qu'ils veulent faire à tout prix ou psychologiquement, ils se disent il faut que ma date de retraite et ma date d'arrêt d'activité coïncident.
Rien ne l'oblige, et encore moins en France, encore moins dans le contexte dans lequel on est, où on a même tendance plutôt à valoriser, à encourager le cumul emploi-retraite. Donc, dans ce fameux cumul emploi-retraite, la première chose, ça veut dire que chacun a le droit de poursuivre ou de reprendre une activité professionnelle. La retraite peut vous obliger à cesser temporairement une activité, mais jamais de n'en reprendre aucune. Un salarié de Serre France qui prend sa retraite, le contrat de travail avec Serre France actuel doit cesser. Est-ce qu'il peut reprendre un contrat de travail avec Serre France dès le lendemain? Là, ça dépend. Ça peut être soit dès le lendemain, soit au bout de 6 mois. Ça dépend s'il est dans la case de gauche, donc le cumul emploi-retraite libéralisé, ou dans la case de droite, le cumul emploi-retraite plafonné. En gros, le cumul emploi-retraite existe toujours, il faut simplement se demander si on est à gauche ou à droite. Sauf, gros panneau sens interdit, pour nos amis exploitants agricoles. Alors pour eux, on a depuis les années 80 finalement, déjà une obligation de cesser l'activité. Bon, ça, si c'était juste temporaire, à la limite, pourquoi pas? Mais on doit cesser l'activité dans les 2 mois qui suivent la retraite et on ne doit pas, on a l'interdiction de reprendre un statut d'exploitant agricole. Sauf quelques cas d'exonération, la parcelle de subsistance, bon, ça reste, comme son nom l'indique, quelque chose de très réduit, sauf pour ceux qui ont aussi des productions hors sol ou ceux qui ont des activités type entreprise de travaux agricoles. En gros, l'interdiction du cumul emploi-retraite pour les exploitants, c'est pour les activités qui mobilisent du foncier, hein, on est bien d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas reprendre une activité, là on pourra se poser la question, mais ça sera sous un autre statut. Par exemple, ça arrive souvent, le fils reprend l'exploitation et l'agriculteur devient, s'il a envie de continuer à travailler, son salarié, mais pas un co-gérant, par exemple, de ARL. Alors, sommes-nous, pour les autres, exploitants mis à part, sommes-nous libéralisés ou plafonnés? Alors, libéralisé, pour être libéralisé, il faut avoir et l'âge légal et le taux plein. Et j'insiste sur les deux, ça veut dire qu'une carrière longue n'est pas libéralisée, puisqu'il n'a pas encore l'âge légal. Il part avant. Il faut avoir l'âge légal et le taux plein. S'il nous manque l'un ou l'autre, on est dans le cumul emploi-retraite plafonné. Je reprends mon exemple du salarié de Serre France. Il a 65 ans, par exemple, et il a tous ses trimestres. Il peut reprendre un contrat avec Serre France dès le lendemain. Donc, il prend sa retraite au 1er mai. Le 30 avril, il cesse son contrat actuel. Le 1er mai, il peut reprendre, mais le même. Le même. Pas besoin qu'il baisse la rémunération, elle n'est pas limitée. Il n'y a ni délai de carence, ni limite de rémunération. Alors que s'il était plafonné, parce que notamment, il prend sa retraite en carrière longue à 60 ans, par exemple. Il a le taux plein, mais il n'a pas encore l'âge légal. On lui dirait, vous ne pouvez pas être salarié de Serre France pendant 6 mois. C'est votre ancien employeur. Bizarrement, il pourrait être salarié de la boutique d'en face, immédiatement. Le délai de carence ne vise que l'ancien employeur. Et en plus, on va lui dire, votre revenu est limité. Je prends le cas le plus simple. Donc, c'est quelqu'un qui gagnait 3 000 € bruts. Sa retraite fait 2 000 € bruts. On va lui permettre de gagner 1 000 € bruts. Mais la somme de son nouveau salaire et de sa retraite ne va pas devoir dépasser son ancien salaire. Ça peut être problématique ou non, ça dépend des cas. C'est aussi quelque chose qu'on peut optimiser, mais il y a cette limite. Pour ceux qui ne sont pas salariés, qui sont par exemple artisans, commerçants, il y a aussi une limite de salaire, mais elle est forfaitaire. C'est-à-dire qu'elle est à la moitié du plafond de la sécurité sociale, donc à environ 23 500 € cette année, ils peuvent gagner par an, pas mieux, sauf s'ils sont dans une zone de revitalisation rurale, qui je crois ont changé de nom, France Ruralité Revitalisation désormais. Mais voilà, c'est ces cas-là qui vont pouvoir gagner plus, sinon c'est limité à la moitié du plafond. Ce monsieur Martin qu'on a vu juste avant, qu'on a vu racheter, et dont on se dit, tiens, finalement, c'est assez rentable au bout de 9 ans, c'est d'autant plus rentable que ça lui ouvre la voie à du cumul emploi-retraite libre. Lui, il était président de sa SAS, sur laquelle il se versait environ 4 000 € net par mois. Racheter, c'est pas mal, mais on peut aussi se dire qu'il se prive d'une retraite plus importante. C'est vrai qu'imaginons il n'était pas pressé de partir, il veut continuer à travailler jusqu'à 67 ans. Il aurait pu dire non, mais la retraite, je ne la prends pas, j'en ai pas besoin, je la veux plus grosse, etc. Il aurait pu continuer à cotiser tout simplement et attendre ses 67 ans. Il aurait économisé le coût du rachat, c'est clair.
Bon, il n'aurait pas économisé les charges, qu'il aurait continué de verser, bien sûr, et il aurait eu une retraite à terme de 3 718 euros. Donc, à peu près, plus 650 euros par mois. Mais pour autant, en matière de retraite, il se serait privé de 3 056 euros pendant 60 mois, pendant 5 ans. Donc de 183 000 euros qu'il mettra du temps à retrouver. Le différentiel de retraite d'environ 650 euros, mais quand même du temps à absorber la perte initiale liée au fait d'avoir décalé sa retraite pendant 5 ans. Ou dit différemment, la hausse de retraite n'est pas forcément suffisante pour justifier un report de la date des faits. Jusqu'à 89 ans, si je mettais deux Monsieur Martin à côté, c'est toujours celui qui est parti à 62 ans à taux plein qui a gagné le plus. Et ça serait d'autant plus vrai aujourd'hui que depuis la réforme, celui qui continue à cotiser en cumul emploi-retraite peut se créer des droits à retraite en plus. Vous continuez à cotiser 5 ans alors que vous êtes en retraite, vous pouvez à la fin des 5 ans dire « Eh, avant c'était perdu ». Le deal, c'était de se dire « J'ai ma retraite et on me laisse travailler. Par contre, quand je cotise, c'est pour les autres, en gros. » C'était l'idée. Maintenant, on peut même demander des droits à retraite supplémentaires. Alors, pour être précis, dans le cas de M. Martin, ça ne marcherait pas. La règle, pour quelqu'un qui est salarié ou assimilé, et là il est assimilé salarié, c'est de changer d'employeur. Encore quelque chose qui, je ne sais pas pourquoi ça a été inventé comme ça, mais si vous ne changez pas de structure de rattachement, ou si vous n'attendez pas 6 mois, ça ne crée pas de droits supplémentaires. C'est complètement idiot. Imaginez que M. Martin ait une SAS 1 et une SAS 2. Bah, à la limite, il passe de la SAS 1 à la SAS 2 et ses cotisations supplémentaires génèrent des droits. D'accord? Donc, le cumul emploi-retraite peut générer des droits si l'on change d'employeur. Pour les indépendants, il n'y a pas ça, forcément, ils ne sont pas employés, donc eux, peu importe, ils n'ont pas à changer de structure. Par contre, cela ne fonctionne, encore une fois, que pour ceux qui ont et l'âge légal et le taux plein, ceux qui sont au cumul emploi-retraite libéralisé. Tous les autres, ça continue à ne pas générer de droits. Ici, on avait fait l'étude sans générer de droits supplémentaires, sinon le cumul emploi-retraite serait encore plus rentable. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme argument à opposer au cumul emploi-retraite en disant non, finalement, ce n'est pas si intéressant? Premièrement, on peut, voilà, on a dit une retraite moins élevée à terme. Mais franchement, vous avez vu, là, il faut quand même tabler sur une expérience de vie de nonagénaire pour que ça soit. Il y en a d'autres qui gagnent très. Je pense aux médecins, par exemple, qui pourraient me dire, mais je suis déjà sur la tranche marginale à 41%, la position, j'ai pas prévu de réduire mon activité. Si j'ajoute une retraite, ça va être compliqué. Ça s'entend comme argument. Alors oui, on peut gommer cette fiscalité supplémentaire temporairement par un PER et des cotisations maximum, mais c'est tout à fait entendable. Pour d'autres, ça va être aussi qu'ils ont prévu de vendre, mais il n'y a pas encore d'acheteur. Ils se disent, mince, si je prends ma retraite, le délai pour bénéficier de l'exonération de plus-value pour départ en retraite du dirigeant, il est de 2 ans. Il commence à courir quand? Maintenant, quand je prends ma retraite. Donc, ils préfèrent avoir avancé sur leur transmission, on va dire. Mais sinon, j'y vois quand même que des avantages, notamment que les cotisations versées peuvent en plus maintenant créer des droits supplémentaires à retraite dans certaines conditions. C'est surtout que dans le cas de M. Martin, ça peut être un moyen de baisser les charges de son entreprise. Il y a quand même beaucoup de dirigeants qui se versent, par exemple, 4 000 euros net, qui me disent, mais moi, si j'en ai 3 000 par la retraite, j'en prendrai plus que 1 000 ou allez, 2 000 maximum sur la boîte. Je n'ai pas besoin de plus pour vivre. En plus, ça va déclencher une fiscalité supplémentaire. Donc, quel est l'impact? Ça leur permet de soulager leur société, qui parfois est dans un contexte de transmission aux enfants, par exemple. Donc, il y a besoin un petit peu de faire de la place. Ou bien, ils peuvent le récupérer en dividende plus tard, puisque le dividende ne va pas être inclus en SAS dans la limite de cumul emploi-retraite. Ça peut donc amener à réfléchir, c'est ce qu'on écrit là, sur le mode de rémunération. On peut faire plus de dividendes potentiellement, une fois qu'on est à la retraite. Et dernier sujet que je voulais aborder avec vous, qui est un petit peu différent, c'est la retraite progressive. Là, je sors de M. Martin, on n'est plus avec lui. Ça vise plutôt tous ceux, essentiellement les salariés, il faut le dire,
qui parfois se disent, bon, 62 ans, ok, maintenant ça va être 64 ans, moi je ne me vois pas continuer jusqu'à 64 ans, ou peut-être pas sur ce rythme-là. La retraite progressive, c'est la possibilité qu'on a d'aller chercher de la retraite, une partie de la retraite, 2 ans avant l'âge légal. Donc si mon âge légal est à 64 ans, c'est dès 62 ans. Si on est salarié, il faut être à temps partiel. Alors déjà, je vais vous dire, il y a beaucoup de femmes, souvent des mères de famille, qui ont été à 80% quand les enfants étaient petits. Parfois, elles y sont restées. Elles sont déjà à temps partiel. Et elles oublient de demander la retraite progressive. Et malheureusement, là, c'est comme voir un billet dans la rue, et par terre, et pas se ramasser, alors qu'on a le pied dessus, pas se baisser, pardon. C'est quand même dommage. Elles sont déjà à 80%. Elles n'ont rien à modifier de leur contrat de travail, aucune autorisation à demander à personne. Elles auraient le droit, pendant 2 ans avant leur âge légal, par exemple de 62 à 64 ans, à 20% de leur retraite. Ça n'abîme pas leur retraite future, elles continuent à cotiser pareil. Autant je comprends qu'on se pose la question différemment quand on est à temps plein et qu'on se dit, est-ce que je passerai à temps partiel les 2 dernières années? Bah, il y a une perte de revenus. Si je passe à mi-temps, mon revenu est divisé par 2. La compensation de la retraite va peut-être pas tout absorber. On peut craindre aussi que ça ait un impact, même si c'est rarement vrai, négatif sur sa retraite finale. Mais là, pour ceux qui sont déjà à temps partiel, il faut le faire. Le temps partiel doit être compris entre 40 et 80%, pour info. Si vous travaillez à 60%, la caisse de retraite vous verse 40%. Avant, c'était les salariés et les salariés uniquement. Forcément, parce qu'un travailleur indépendant, la notion de temps partiel est quand même compliquée à appréhender. Alors, maintenant, qu'on soit président de SAS, donc mandataire social, gérant de SARL, et même, nous dit-on, profession libérale, voire exploitant agricole, tout le monde aurait le droit à la retraite progressive. Sauf que pour ces cas qui ne sont pas salariés, le temps de travail n'est pas une donnée fiable, ça n'a aucune, il n'y a pas de temps de travail. On se base donc sur une baisse de revenus. Un président de SAS se verse 10 000 euros par mois tous les mois depuis 10 ans. S'il veut la retraite progressive, par exemple, il va la diminuer de moitié, sa rémunération, à 5 000 euros. Et il aura le droit à 50% de ses droits à retraite. Alors, on nous avait dit les exploitants agricoles aussi, mais finalement, on reste pour eux dans le schéma où on serait un exploitant, non pas qui baisse ses revenus, mais qui cède petit à petit son exploitation. Ce qu'on ne voit en pratique, eh bien jamais. Enfin, moi, j'en ai jamais fait un, ça fait 8 ans, j'ai bientôt 9, j'ai jamais fait de dossier de retraite progressive à la MSA. Et je crois que j'avais demandé à Serre France Alliance Centre, une fois, ils en ont essayé un. Mais c'est très rare et c'est pas la dernière réforme qui va amener à développer ça, la retraite progressive chez les agriculteurs. Sinon, les 3 conditions sont là. Il faut avoir un âge légal diminué de 2 ans. Donc, c'est à partir de 62 ans pour tous ceux qui ont un âge légal maintenant à 64 ans. Avant, c'était 60 ans pour ceux pour un âge légal à 62. Il faut quand même au moins avoir 150 trimestres. Donc, ceux qui ont des carrières trop incomplètes n'y ont parfois pas accès. Et enfin, pour ceux qui sont liés à un temps de travail, entre 40 et 80% d'un temps plein, ou ceux qui sont bons salariés, réduire leurs revenus entre 20% minimum et 60% maximum. C'est pour ça que pour un indépendant, c'est plus simple quand il est en société, hein, forcément à l'IS, puisqu'il va fixer sa rémunération. Pour tous les entrepreneurs individuels en BNC, en BIC, c'est plus compliqué peut-être parfois de piloter une baisse. Plus l'historique est fort et plus on a un impact réduit. Il y a souvent chez les salariés l'idée qu'on va nuire à sa retraite finale en faisant ça. Ben, très souvent, on est parfois inférieur à 10 euros d'impact sur la retraite finale. Donc, ne pas avoir une crainte parfois infondée là-dessus. En plus, il est possible de se mettre d'accord avec l'employeur pour maintenir ses cotisations retraite sur la base d'un temps plein. Et comme ça, on n'a pas 1 euro de changement. Je gagnais 2 000 euros, j'en gagne plus que 1 000. Ben, finalement, on continue de payer les cotisations sur 2 000 euros pour la retraite et 1 000 euros pour le reste. Donc, l'impact est zéro. Et ce qui est bien quand même, c'est de s'assurer auprès de son employeur qu'il n'y aura pas que la prime de départ en retraite sera quand même calculée sur un salaire temps plein pour ceux qui ont une ancienneté suffisante, donc au-delà de 10 ans, on va dire.
Et donc, ce qu'on dit, c'est que là, l'idée d'aujourd'hui, c'était de faire un panel un petit peu des sujets, voilà, de faire un tour d'horizon, mais qu'en rendez-vous, on peut avoir beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas développées ici. Mais vous avez des gens qui prennent rendez-vous parce qu'ils ont une modification dans leur vie. Ils ont 50 ans, ils vendent très bien leur société, ils ne savent même pas s'ils vont reprendre à travailler. Quel statut? Est-ce qu'il faut que je continue à cotiser? Combien de temps? Combien? Vous en avez certains qui vont malheureusement être dans un licenciement, par exemple, s'inquiètent des conséquences du chômage. Vous avez des gens qui veulent discuter de leur politique de rémunération. Est-ce que je fais plus, moins de dividendes? Quel impact sur ma retraite? Tiens, et si je mettais de l'épargne salariale, de l'épargne retraite à PER? Oui, non. Est-ce que je ne salarierais pas ma conjointe ou est-ce qu'elle ne deviendrait pas pour un temps conjoint collaborateur? Est-ce que je me paie plus ou elle plus, moi moins? Ou est-ce que en gros, je ventile différemment dans le couple la rémunération? Est-ce que je change peut-être de structure? Est-ce que ça ne va pas trop nuire à ma retraite? Je vais partir à l'étranger ou je suis parti à l'étranger. Comment ça marche pour mes trimestres? Est-ce que je vais pouvoir récupérer quelque chose dans l'État en question? Y a-t-il une convention avec la France? Voilà en gros, pêle-mêle, tous les sujets qui sont possibles à aborder en rendez-vous. Mais bon, après ça, c'est du cas par cas. Et l'idée d'aujourd'hui, c'était plutôt déjà de voir les grands sujets, ceux qui reviennent le plus souvent. Donc voilà, je remets la caméra pour moi. Euh, Avant de refaire revenir Jérôme qui parlera peut-être des prestations qu'il est possible de prendre, je voulais juste voir avec vous, j'en ai pas vu dans l'onglet dédié à cet effet, mais est-ce qu'il y aurait pu avoir des questions à poser? Et dans ce cas-là, j'allais dire peut-être sinon je vous donne la parole, mais je suis pas sûr de pouvoir réactiver vos micros. Si vous levez la main, sinon je peux activer vos micros. Donc si vous voulez les poser oralement, il n'y a pas de problème. Alors, s'il n'y a pas de questions, du coup, je vais la parole à Jérôme qui va peut-être nous parler des prestations qui doivent être justes. Non, je pensais qu'elles étaient. Non, Elles sont pas. Tu vas le faire oralement. Qui va nous parler de comment on peut travailler ensemble. Alors, en fait, il y a deux temps. Il y a par rapport à l'âge, en fait, c'est ce qui va déterminer notre prestation derrière d'accompagnement. Soit vos clients ou vous avez en dessous de 2 ans avant l'âge de départ, c'est-à-dire 2 ans avant l'âge de votre date de départ. Tout ce qui est avant, on va gérer ça en bilan de calcul. Donc là, c'est des directeurs comme Anthony qui vont, donc on va réceptionner un certain nombre de documents, notamment votre relevé de carrière, éventuellement des contrats de retraite supplémentaires que vous auriez souscrits, et nous, on va venir faire un bilan qui va venir analyser l'ensemble des hypothèses possibles et vous apporter des éclaircissements sur beaucoup de points. On parlera et on traitera dans ce bilan de votre date de départ, du montant de vos pensions, des dispositifs pour améliorer votre date de départ et ou votre montant de pension. On pourra rajouter éventuellement quelques contrats de retraite supplémentaires. Donc voilà, l'objectif de ce bilan, c'est de vous donner le champ des possibles pour le futur via des calculs de manière pragmatique. Ensuite, si vous êtes à 2 ans de votre âge légal de départ, on va vous proposer plutôt de réaliser ce qu'on appelle un audit. Là, c'est plutôt un rendez-vous, donc toujours avec un directeur chez nous. C'est plutôt un rendez-vous qui va nous permettre de voir la complexité de votre dossier. Donc, on aura toujours besoin, sur la base de votre relevé de carrière, on aura toujours besoin de ce document-là. Et donc, on va échanger ensemble sur les années passées. Est-ce que tout est bien remonté? Est-ce qu'on identifie, nous, quelques erreurs qui pourraient avoir un impact soit sur votre première date de départ et ou sur le montant de vos pensions? Et puis après, on va essayer de projeter certains scénarios en fonction de ce que vous aviez en tête, mais également en fonction de ce qui sera possible d'optimiser. Et on parlera de quelques dispositifs de type cumul emploi-retraite, etc., si vous souhaitez avoir des informations sur ce sujet-là. Et donc, à la fin de ce rendez-vous d'audit, qui va durer à peu près 1 heure et demie, on sera à même de vous dire, en fonction de la complexité de votre dossier, le temps qu'on va passer sur votre dossier, pourquoi faire, quelles sont les démarches qu'on va faire pour vous, et le montant des honoraires. Voilà. Donc, l'ensemble de ces prestations, en général, sont faites de manière tripartite, c'est-à-dire qu'il y aura le conseiller CERFrance, nous, et puis vous, ou le client en tout cas, en face.
Donc voilà, de toute manière, les documents obligatoires pour nous, hein, c'est votre relevé de carrière. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué ou est-ce Ouais. que vous pouvez aller le télécharger. Donc Ouais. ça c'est parfait. Et puis éventuellement les contrats de retraite supplémentaires, mais on vous dira, le cas échéant, quels sont ces éléments à nous fournir en amont du rendez-vous pour qu'on puisse commencer de travailler votre dossier. Est-ce que vous aviez des questions? Non, pas de questions? Allez. Eh ben, je vais arrêter le partage déjà. Ouais. S'il n'y a pas de questions, vous aurez, je pense, la présentation. Vous pourrez m'adresser les questions par email de toute manière, sinon. Et puis, vous n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Ouais, le contact prioritaire, hein, pour Serre France, c'est Thomas Souto, en l'occurrence, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais c'est par lui finalement que sont centralisées les demandes et nous reviennent. Donc, que ce soit sur des rendez-vous de bilan ou des rendez-vous d'audit avant liquidation de retraite, à ce moment-là, il faut bien faire remonter les demandes à Thomas Souto ou alors Julien Forêt, je ne sais pas. Exactement, oui, on travaille Ouais, ensemble. ouais. Donc, on servira de relais entre vous et les Nos personnes adhérents. concernées. Ouais. Est-ce que la formation, enfin la présentation a été parlante de votre Ben, pour côté? moi, très clair, oui, effectivement, très intéressante, très enrichissante. J'ai appris plein de choses. Ok. C'était l'objectif, hein. Tant mieux. Tant mieux. Et Voilà. je tenais à remercier tout le monde pour la participation à ce webinaire. Ouais, merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Et puis, peut-être au plaisir de se voir en En rendez-vous, visioconférence. en visioconférence, dès que possible. À votre Merci disposition, en tout beaucoup. cas. Ouais. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. À Au revoir. bientôt. Au revoir.